à tous, bienvenue dans 1000 pays pour demain, bienvenue en Seine-Saint-Denis, au nord-est de Paris, département que vous connaissez sûrement de nom ou de réputation, le fameux 9-3, comme certains l'appellent, avec son histoire ouvrière, ses cités, la diversité des origines de ses habitants. Mais je suis sûre qu'il y a tout un tas de choses que vous ignorez sur ce département. Par exemple, qu'il est très dynamique et que près de 20 000 entreprises sont créées ou reprises ici, chaque année. Ou encore qu'il y a des pôles économiques majeurs dans le transport, dans l'industrie aéronautique, dans l'audiovisuel, dans la sidérurgie. Ici, vous avez ArcelorMittal, Eiffage, Air France, Aéroport de Paris. Cela représente des milliers d'emplois et des millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, comme toujours et comme partout où l'on vous emmène dans cette émission, il y a des petits entrepreneurs méconnus, mais pleins d'idées et pleins d'énergie. On va vous en présenter quelques-uns. On rejoint d'abord le sénateur qui va nous accompagner, très attaché au département qu'il a accueilli après une jeunesse en Gironde. 1000 pays pour demain en Seine-Saint-Denis, c'est parti. Bonjour Fabien Gay, merci. Bonjour. Merci de nous accueillir sur vos terres, la Seine-Saint-Denis, une terre d'adoption pour vous, puisque vous êtes né et vous avez grandi à Bordeaux. Vous êtes sénateur communiste, vice-président de la Commission des affaires économiques. On est dans un lieu un peu original pour un tournage, c'est une piscine, on est à Pantin. C'est une piscine qui porte le nom d'une grande sportive, surtout d'une militante pour la reconnaissance du sport féminin au niveau international. Il s'agit d'Alice Milla. Donc on est à la piscine municipale d'Alice Milla à Pantin. Est-ce que vous étiez déjà venu? Est-ce que vous connaissiez ce lieu? Non, déjà? je n'étais jamais venu. Elle a été refaite en 2022. Je n'avais pas eu l'occasion. Et je trouve très important qu'on soit là parce qu'on est à 1 an après les JO, les Jeux Olympiques et Paralympiques, qui ont eu lieu à Paris, mais beaucoup en Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis s'est profondément modifiée. Et on a un retard. Un enfant sur 2 en 6e ne sait pas nager en Seine-Saint-Denis. Et on a un retard d'équipement. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et ce département a vocation à mettre aussi en lumière des femmes. Parce que aussi, c'est dans les noms que l'on donne aux bâtiments publics, aux rues. 85% des bâtiments publics ou des rues sont des noms masculins. Donc il y a une politique de féminisation, et tant mieux. On va entrer dans le vif du sujet, Fabien Gay. On va évacuer tout de suite les questions qui fâchent. La Seine-Saint-Denis, c'est un taux de chômage à plus de 10%. C'est l'un des plus élevés de France métropolitaine. Taux de pauvreté aussi important, le plus élevé également. Mais tout cela est en train de bouger. On a l'impression que c'est un département qui est extrêmement dynamique. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que je me trompe? Moi, c'est mon département, vous l'avez dit, d'adoption. Moi, je l'ai choisi, ce département. Quand on ne le connaît pas, on en a une fausse opinion. Il est souvent stigmatisé. Beaucoup d'a priori sur la Seine-Saint-Denis. Beaucoup d'a priori, stigmatisé, discriminé. Moi, je suis un enfant des quartiers populaires à Bordeaux. Et quand je suis venu ici, je me suis trouvé à ma place. C'est un département monde. Il y a quasiment toutes les nationalités du monde qui sont ici représentées. Ça fait un mélange extraordinaire. Puis c'est un département jeune. C'est un département dynamique, c'est un département qui se transforme. Il y a une énergie particulière, notamment des entrepreneurs qui ont envie de défendre leur territoire et montrer que c'est autre chose que une cité. Oui, c'est un département qui a une soif d'égalité républicaine. On ne demande pas plus qu'ailleurs, on demande l'égalité républicaine. Alors Fabien Gay, on va commencer notre petit tour des entreprises de Seine-Saint-Denis. Et puisque le département regorge aussi de théâtres, de studios, de salles de spectacle, on s'est intéressé à un artisan qui participe activement à cette économie culturelle. Il s'appelle Alaric Chagnard. Il fabrique des masques de scène en bois. Il sculpte toutes ses pièces à la main. Son savoir-faire lui permet de travailler avec plein de troupes de comédiens et des compagnies internationales. Son histoire et son quotidien s'écrivent entre Pantin et Aubervilliers. Et lui aussi, il sait assurer le spectacle. On va voir ça ensemble. Celui-là, voilà, celui-là j'aime bien. C'est Batracos. C'est un masque en bois, c'est un masque en chêne. Voilà, qui est un masque entier, qui va demander pas mal de travail. Après, il peut y avoir d'autres personnages. Par exemple, Raoul. Voilà, moi, c'est Raoul. Enchanté. Je suis très content d'être à Public Sénat en ce moment. Alors, bonjour au plateau. Bonjour à monsieur le sénateur, à la journaliste. Voilà, ça, c'est un masque en pin d'Arole. Le pin d'Arole, c'est un pin suisse. Et c'est le bois qui est utilisé pour le carnaval. Il y a des choses beaucoup plus petites en termes de masques, mais qui fonctionnent aussi. Ça, c'est un élèvre. Mais qui ne donne pas du tout la même chose, vous comprenez? Nous ne sommes pas du même milieu social. Voilà. Alors, je suis content d'être à Public Sénat également, mais pas pour les mêmes raisons.
Je trouve que pour bien comprendre cet objet, il faut aussi le vivre de l'intérieur. Et on va d'autant mieux créer, se dire, tiens, cette forme-là, oui, ça marche, peut-être que je peux aller plus loin en termes de sculpture, parce que je l'ai chaussé et j'ai vu ce que ça donnait. Le travail du créateur de masque, c'est aussi un travail d'interprétation du texte, d'interprétation du personnage. Il est force de proposition. Ça, c'est un masque que j'avais fait pour Richard III. Voilà, pour Shakespeare. Donc ça, c'est le méchant, le très très méchant. Voilà. Donc là, ça, c'est l'étape de la sculpture. C'est vraiment l'étape où se fait le personnage, quoi. L'arcade sourcilière est toujours importante pour caractériser le personnage. Après, il faut le regarder avec la lumière, comment ça joue. En fonction, bon, là, la sculpture n'est pas du tout terminée. Mais l'idée, après, c'est de venir faire un moulage, comme ceci, hop, en 2 parties. En bande de plâtre, en plâtre ou en silicone. Et là, j'ai mon masque en négatif. Et de ce négatif, je vais tirer un positif, qui sera pour le coup le masque définitif. Voilà. Ça, c'est un masque que j'ai tiré en positif. Alors pas sur celui-là, hein, mais là, on a la sculpture de base, on va dire. Maintenant, celui-là, il faut que je fasse les retouches. Un petit pinceau, hop. Donc ça, c'est un demi-masque pour la compagnie Sublime Théâtre, pour le personnage de Nyx, qui est la déesse de la nuit, et qui, dans le spectacle, est la vieille grand-mère qui raconte des histoires de la mythologie. Je rajoute un petit jus assez clair autour des yeux, qui va permettre d'éclairer un peu le regard du personnage, parce que c'est celle qui a tout vu, donc qui a été témoin d'un peu toutes les histoires mythologiques. Je travaille le papier, le bois, le tissu, parfois des résines thermoformables. En fait, je vais m'adapter un peu à l'esthétique du spectacle pour lequel je vais travailler. Je mets au moins une bonne semaine de travail sur un masque en bois. Avec qui j'ai commencé à travailler? Oh là là, je sais pas, moi je me souviens plus, c'était il y a longtemps. Je dois réfléchir, je vais demander à mon copain. Alaric, il a commencé dans les années 2010 à être dans le quartier. Hein. Moi, je me souviens. Ouais, il est arrivé là avec ses petites gouges, son bois, ses pigments, tout ça. Et aujourd'hui, Alaric, il est content de ce qu'il fait? Il est content de pouvoir faire ce métier qui est beau parce qu'il mélange plein de choses. C'est un métier qui est à la frontière entre la sculpture et le théâtre. Après, Alaric, il aimerait bien que d'une part, le métier soit davantage reconnu. Il n'y a pas de lieu véritablement de pédagogie où on peut apprendre les arts du masque, on va dire. Donc il manquerait ce relais-là, qui va être à la fois un relais peut-être de préservation des savoir-faire et en même temps de transmission des connaissances. Sacré personnage, hein, ce Alaric Chagnard. Merci à lui pour toutes ces petites mises en scène. On le salue et puis on va lui répondre surtout. Pas vraiment de lieu pour transmettre les arts du masque, nous dit-il. C'est vrai que ce sont des métiers assez confidentiels, hein, dont on entend assez rarement parler, qui ne sont pas vraiment représentés dans les salons de l'étudiant, par exemple, ou que les conseillers d'orientation ne conseillent pas aux jeunes dans les lycées. C'est un peu dommage de ne pas orienter les jeunes aussi vers ces arts-là et ces métiers-là. Bien sûr, on a besoin de soutenir les artisans de l'art et de la création. Ouais. C'est indispensable. Je le redisais tout à l'heure, je suis d'une génération, j'ai 41 ans, où lorsqu'on se destinait à des métiers manuels, c'était finalement la voie de garage, c'était mal vu. Les choses sont en train de bouger sur l'alternance, et c'est tant mieux. Il en faut de tout le monde. Et avoir un beau métier manuel, c'est très bien. La culture, les loisirs, le sport doivent être au centre de nos politiques sur la question de l'émancipation. Il y a un plan même en Seine-Saint-Denis, Cap 2030, avec une enveloppe de 50 millions, 50 millions d'euros. Oui, bien sûr, mais il y a besoin de soutenir. Là, juste à côté de la piscine, il y a le conservatoire Jacques-Higelin, donc les conservatoires, les théâtres municipaux, départementaux, à rayonnement national. Ça aide d'être près de Paris aussi, j'imagine. Bien évidemment, mais on est dans un département qui fourmille. Et moi, je le redis,
Je viens d'une famille très populaire, ouvrière, et d'avoir eu accès à la culture assez jeune, grâce à des politiques publiques ambitieuses, Ça peut avec changer les une vie, faits. ça Mais change bien un sûr. parcours, ça change. Mais évidemment, on ne changera pas le monde si chaque citoyen et citoyenne n'est pas émancipé et ne pense pas par soi-même. Je voudrais maintenant vous présenter une entrepreneuse inspirante, elle aussi, Fatima Tassi. C'est une femme de conviction, inventive, déterminée. Son engagement, elle, passe par la création de vêtements et de maillots de bain. Les siens sont inclusifs et éco-responsables. Donc même si on n'a pas les mensurations d'un mannequin, elle vous fabrique ce qu'il faut pour vous habiller. Et cerise sur le gâteau, sa démarche, c'est zéro stock et zéro déchet. Elle nous explique comment elle fait. Elle est à Montreuil. Là, on est en plein cœur de Montreuil, donc on voit le petit stand de pétanque là, les bancs un peu partout. Le théâtre, bon ça, il y a pas mal de théâtre sur Montreuil, je pense que de ce côté-là, on est servi. Et puis tous les petits cafés qui font le tour de la place. Je sors toujours un peu mon portant, parce qu'après, moi, je vais travailler derrière, on ne me voit pas forcément. Et du coup, les gens savent que la boutique est ouverte. Je suis d'origine sénégalaise, les femmes sénégalaises sont réputées pour leur chic, la mode, etc. Donc moi déjà, j'ai su très rapidement que c'est le métier que je voulais faire. Je me suis installée à Montreuil il y a 18 ans et la boutique, je l'ai ouverte il y a 10 ans. Ça, c'est bon. J'ai une commande pour une robe pour une cliente. Donc en général, je me mets sur ma petite table là et puis je dessine 10 minutes, un quart d'heure. Je réfléchis toujours en termes de morphologie. Là, par exemple, je pense que ça peut être joli d'avoir un donut. Elle a un petit buste et puis elle est grande. Là, ça, je trouve que ça peut être pas mal. Et je vais réfléchir à une option moins découverte, peut-être. J'adore le corps de la femme. J'aime bien marquer ce qu'on a envie plutôt de cacher quand on grossit, les hanches, les fesses, etc. Alors que je trouve que c'est ce qui est le plus joli. Pour moi, le zéro déchet, c'est que je travaille ma matière jusqu'au bout. Ça veut dire, par exemple, l'exemple le plus prégnant, c'est que pour les maillots de bain, une fois que les usines ont coupé les une pièce, je leur demande de me garder les chutes. Habituellement, avant, je jetais les chutes de tissu. J'ai ma boîte de toutes mes chutes de mes une pièce parce que moi, après, derrière, je vais faire les triangles. Et ce que j'aime bien, c'est les challenges. Les challenges, ça par exemple, je tombe dessus, c'était des beach flags du département qui étaient, suite à un événement, ils ne savaient plus quoi en faire, du coup ils m'ont tout donné. Et moi, j'en ai fait des pochons que j'offre aux clientes pour mes maillots de bain. Et à l'intérieur, j'ai mis un tissu imperméable. Donc ça, c'est un ancien pantalon que j'adore le tissu, c'est un bleu de travail. Je vais faire une banane plutôt sobre, elle pourra passer même pour un garçon. Par rapport à ce que j'ai coupé, je regarde ce qui peut fonctionner ensemble, parce que je pense à la doublure et à l'extérieur, en fait. Donc, je prépare mes morceaux. Donc, ça, hop, c'est mon devant. Il y a beaucoup d'étapes de montage. Tac. Voilà, faut tout épingler, c'est ça qui est long dans la couture. Donc ça, tac. Ensuite, je fermerai avec la doublure. Alors, la partie que je préfère, c'est ça, quand on retourne tout. Hop. Donc la doublure un peu plus rigolote, l'intérieur, toujours deux tissus différents, hop. Et puis une poche. Je rajoute toujours une petite poche en jean, dans un jean que j'ai déstructuré. Me sourçant certaines fois dans des circuits de seconde main. Par exemple, j'achète des lots de bracelets que je recouvre de tissu. Souvent, je les achète dans des organismes comme Emmaüs, des types de collecterie. Il n'y a pas de TVA sur ces achats-là. Donc, je ne peux pas récupérer cette TVA. Par contre, moi, je suis imposée sur la TVA après avoir travaillé et transformé le... Donc, c'est vrai qu'un des enjeux, comme dans l'alimentaire ou comme dans certains secteurs du bâtiment, c'est d'avoir peut-être des TVA, de réfléchir en tout cas à une TVA moindre à la revente pour les acteurs de la seconde main.
Une TVA moins élevée pour les acteurs de la seconde main. Voilà une bonne remarque, je trouve, de Fatima Tassi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est impossible d'abaisser la TVA pour ceux qui participent à l'économie de façon éco-responsable? Bon, vous savez que je suis l'auteur d'un rapport sur les aides publiques, 211 milliards d'euros à travers plusieurs dispositifs, notamment des dépenses fiscales. Donc moi, je suis pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Je ne suis pas sûr qu'une nouvelle dépense fiscale soit le plus approprié. Par contre, permettre à des jeunes entrepreneurs et entrepreneuses, en l'occurrence, de pouvoir avoir accès à du crédit, de pouvoir avoir accès à des locaux, de pouvoir... ça, je suis plutôt favorable sur ça. Et en même temps, dans un contexte où on voit Shein installer des boutiques pérennes sur le territoire français, ils sont résilients, nos artisans, quand même, pour résister à tout ça. Non, mais évidemment, non, mais ça, c'est un combat aussi que je mène avec mon groupe. Franchement, que BHV et les Galeries Lafayette ouvrent leur boutique à Shein est, je le dis, insupportable et inacceptable. Je pense que nous avons collectivement besoin de faire la promotion de nos artisans. Je préférerais qu'ils ouvrent ce qu'on appelle des corners à des jeunes entrepreneurs et entrepreneuses, comme ça, en leur permettant, Fatima Tassi, bien sûr. justement, par exemple, avec des loyers très modérés pendant un mois pour pouvoir avoir accès. Fabien Guez, c'est le moment de nous faire partager votre entreprise coup de cœur. Vous avez choisi de nous parler d'un restaurateur, je crois, qui est reparti de zéro à plus de 35 ans. Et son établissement s'appelle À la Louche, c'est ça? Pourquoi cette entreprise? Bon, d'abord, c'est un ami, je ne le cache pas. C'est un jeune que je connais depuis extrêmement longtemps. Il a décidé à 35 ans d'arrêter sa carrière et de se lancer dans une formation pour être restaurateur. Il est reparti de zéro. Et d'abord, je veux saluer ce parcours. Et il doit être inspirant pour plein de gens. C'est-à-dire qu'à tout âge, on peut se reformer et trouver une autre voie. S'offrir une seconde vie. Oui. Mais il faut en avoir le courage et la volonté, parce qu'il a tout laissé. Il est reparti du CAP, il a tout réappris. On a besoin de valoriser celles et ceux qui font des produits locaux, du fait maison, plutôt que, en vérité, des conserves ou du surgelé. Donc lui, il fait du bon, du bio, du local. Donc je trouvais que l'histoire était belle et le restaurant est bon, donc je vous invite évidemment. Allez-y, chapeau à lui et on le salue. On va maintenant se plonger dans un univers qui tente à disparaître. Et je trouve que c'est assez dommage, c'est le tirage de photos argentique. Une technique de développement de photos à l'ancienne qui passe par un processus photochimique, je ne vous l'expliquerai pas, mais bon. Et bien sûr, à l'heure du numérique, très peu le pratiquent encore. C'est pourtant le cas de Diamantino Quintas. Il est le seul maître artisan tireur filtreur de France et il est à Bagnolet. Son savoir-faire est tellement reconnu qu'il a travaillé avec des artistes comme Agnès Varda, JR, Raymond Depardon. On vous le présente et on en parle après. Alors ici, nous sommes dans le quartier des Coutures à Bagnolet. Nous avons trouvé un espace magnifique avec toutes les conditions pour avoir un bel atelier. L'accueil, c'est important. Nous avons des clients qui viennent de très loin et que dès qu'ils franchissent le portail, ils se sentent déjà un peu comme dans une bulle. Nous avons aussi des chats qui apportent un peu de douceur. Notre activité demande beaucoup de place pour faire des très grands formats, faire de la couleur, du noir et blanc. Voilà. Donc, je vais voir les tests qu'on a faits. On va refaire un test avec... Je suis ici dans le test. Oui, avec peut-être un demi-diaphragme. On est contraint de se mettre dans le rouge pour pouvoir travailler le papier, parce que le papier, il faut qu'il ne voit que l'image à développer. Là, hop, j'expose le papier. La lumière va agir sur ces petits grains d'argent qu'il y a dans le papier. Et après, ça se passe donc juste derrière, dans le bac de révélateur. Et c'est toujours un moment assez magique de voir l'image apparaître au fur et à mesure. On passe au bain suivant. Le bain d'arrêt, il sert, comme son nom l'indique, à arrêter le révélateur, le temps précédent. Le fixateur, c'est un produit qui insensibilise le papier à de la lumière.
Enlever ceci. Donc ça, c'est un travail que nous sommes en train de faire pour une artiste photographe danoise pour une exposition qui va avoir lieu dans un musée à Amsterdam. Nous recevons beaucoup de photographes, bien évidemment français, mais aussi beaucoup de monde qui vient de l'étranger. Ça demande aujourd'hui, pour pratiquer ce métier de cette manière-là, ça demande beaucoup d'implication. Voilà. Vous pouvez relancer ces tests. Oui. Et celui-ci, ça va éviter là-bas, s'il vous plaît. Voilà. Et de mon côté, je vais donc aller au grand format, relancer le test de ce tirage. Nous allons non seulement jouer sur le côté technique de couleur et de densité, mais avec le but de créer une émotion, de créer un sentiment, de toucher le spectateur. Je mets le passe-vue dans l'agrandisseur. Maintenant, je vais faire une projection avec ce qu'on appelle de la lumière blanche, avec un temps d'exposition de 30 secondes, un peu long, qui me permet ensuite de composer, de travailler la lumière en éclaircissant certaines zones qui sont trop sombres. Nous appelons cet outil que nous fabriquons nous-mêmes une badine. Donc c'est vraiment quelque part un peu tailler la lumière, en fait, comme un tailleur de pierre, un tailleur de lumière. Je vais attendre l'artiste pour voir avec elle. On va collaborer, on va réfléchir aux couleurs, aux densités. Donc voilà, ça c'était le premier. Ça, j'ai fait une correction, j'ai enlevé des magentas. Moi, je préfère celui-ci. Donc, comment? Essaye de faire celui-là. Oui. Super. Je pense qu'aujourd'hui, le plus important pour que ce métier perdure vraiment, qu'un jeune se sente aussi en sécurité, c'est qu'on ait des commandes publiques régulièrement. C'est vraiment pour faire appel à nous en tant qu'experts. S'il y a des négatifs qui sont dans les archives, dans le département, d'une région, pour faire une exposition, ce n'est pas normal que ces négatifs soient numérisés, qu'ensuite ces institutions fassent des tirages numériques. Parce que c'est un peu comme quand on restaure un monument, il faut des artisans qui savent, comme là on a vu avec Notre-Dame. Donc, si on ne forme pas des tailleurs de pierre, on ne pourra pas travailler la pierre. Après, on va dire on va faire du béton, de la brique. Non. Évidemment, très logiquement, Diamantino Quintas nous interpelle sur le numérique qui semble faire disparaître des savoir-faire comme le sien. Quel est votre avis sur le numérique? Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que tout le monde s'en sert, y compris les pouvoirs publics, il le dit dans le reportage. Je pense que les pouvoirs publics ont un rôle de soutenir, évidemment, des artisans comme lui, par exemple sur des grandes expositions. Alors évidemment, Agnès Bardage hier, dont on connaît évidemment la renommée nationale et internationale, et donc il y aura toujours des expositions, on aura toujours besoin de musées, il y aura toujours besoin que la photo soit affichée, on aura toujours besoin de livres, papier avec des photos, donc il y a toujours un espace, mais il ne faut pas opposer les deux, et c'est un très beau métier. Moi je me rappelle quand j'étais à l'école, on faisait ça avec des boîtes de chaussures. On développait à l'époque, bon, je me reparle de ça en maternelle, donc il y a plus de 35 ans. Mais c'est vrai que c'est fabuleux, quoi, d'avoir le toucher, la photo. Et il fait quand même des choses de très grande qualité. Magnifique. Il faut les soutenir. Un dernier petit rituel avant de se quitter. Fabien Gay, si vous deviez nous donner 3 bonnes raisons de venir installer notre entreprise ici, en Seine-Saint-Denis, ce seraient lesquelles? C'est un département jeune, donc avec comme je l'ai dit, une attractivité, une solidarité, une inventivité extraordinaire. 2, on est quand même au cœur de la France. L'autoroute A1 et A3.
2 aéroports, le plus grand de France, Roissy-Charles de Gaulle, et aussi l'aéroport d'affaires, un des plus grands, avec le Bourget. Donc, des infrastructures qui sont importantes pour l'économie réelle, même si je plaide pour que les transports du quotidien, notamment le RERB que je prends tous les jours, soient assez rénovés. Mais je pense que le Grand Paris Express, qui va permettre de relier l'ensemble Des en banlieues, vérité, de des la banlieues, Petite-Couronne. sera extrêmement important. Et puis le dernier, c'est un département en pleine transformation. Les Jeux Olympiques ont beaucoup transformé. Je pense que son image change aussi. Et puis, c'est un département monde. Je le redis. Quand vous êtes ici, vous êtes au cœur du monde en réalité, avec toutes ces nationalités, toutes ces cultures qui s'entremêlent. Et vous voyagez en traversant les 39 villes de la Seine-Saint-Denis. Ce n'est pas partout le cas ailleurs. Donc, si vous avez envie de voyage, venez ici. Magnifique, plein de bonnes raisons de venir en Seine-Saint-Denis. Merci infiniment Fabien Gay de nous avoir accueillis sur vos terres. Merci aussi aux équipes Merci à de toutes la les équipes, piscine oui, tout à Alice fait. Mia de nous avoir accueillis, d'avoir accueilli ce Puis à tournage. vos équipes aussi qui nous entourent. On les remercie, on les salue. Merci infiniment. Émission à retrouver en replay sur notre plateforme publicsena.fr. À très vite, merci.